Dans cette vidéo, tu vas découvrir un guide complet pour faire du stock picking en ayant l'objectif de battre le marché. Donc si tu es ici avec un objectif de gagner des dividendes, si tu es ici avec un objectif d'investir dans des ETF ou je ne sais quoi, cette vidéo n'est pas faite pour toi. En revanche, si tu as pour objectif de battre le marché, je vais te dévoiler exactement les 6 étapes par lesquelles je passe dans chacune de mes analyses, avec les ratios que j'utilise et également les calculs que je fais avec des formules pour savoir si une entreprise est surévaluée, sous-évaluée ou à un prix intéressant. Depuis que j'ai mis en place cette stratégie, il faut savoir qu'à la base, moi j'avais une stratégie plutôt dividende dont le but n'était absolument pas de battre le marché, le but c'était de toucher des revenus passifs tous les mois. J'ai switché cette stratégie au courant de l'année dernière pour me focaliser sur battre le marché et investir uniquement dans des actions qui ont le potentiel de battre le marché. En appliquant les piliers que tu vas découvrir, mon portefeuille a généré 36% de performance annualisée. Donc, c'est une période qui est pour le moment encore courte, mais ça part plutôt bien et surtout, ces piliers sont universels. On les retrouve en général chez beaucoup de grands investisseurs qui ont pu battre le marché sur plusieurs décennies. C'est de ça que je me suis inspiré d'ailleurs pour cette stratégie. Donc la première étape de la stratégie, c'est très simple, c'est de définir des objectifs. Ça peut être un peu con comme étape, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus important à faire en premier. Quels objectifs as-tu pour ton portefeuille? Combien de temps tu peux rester investi? Combien de temps également tu peux analyser, passer devant tes écrans pour analyser une entreprise, pour rechercher des opportunités, etc. Une personne qui peut rester investie pendant 5 ans ne va pas faire les mêmes choses que quelqu'un qui ne peut rester investi que pendant 1 an, pendant 10 ans ou pendant 20 ans. Est-ce que tu veux battre le marché? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi de battre le marché? Si ce n'est pas vraiment important pour toi, cette vidéo peut toujours t'être utile, mais peut-être que tu peux aller sur d'autres stratégies qui prennent un peu moins de temps, qui sont plus simples, etc. Est-ce que tu es un investisseur long terme? Est-ce que tu te considères comme un investisseur long terme? Combien est-ce que tu peux investir et à quelle fréquence tu peux investir cette somme? Okay? Une fois que tu as fait ça, on passe à l'étape 2 qui est de trouver des idées d'investissement. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre un petit peu ici, c'est de trouver des idées d'investissement. Donc pour ça, moi, la principale source d'idées que je trouve, c'est les screeners. Okay? Donc j'utilise FinChat ou GuruFocus pour ça. Donc c'est simple, c'est des outils en ligne où tu vas mettre des critères particuliers et ça va te sortir toutes les actions qui collent à ces critères. Donc tu peux choisir des pays dans lesquels tu veux investir, différents critères de valorisation, de rentabilité, de croissance, etc. Tu as plus ou moins tout. J'adore FinChat pour ça parce que je le trouve très complet et très simple d'utilisation. Ensuite, tu peux avoir des comptes YouTube, Twitter, Substack qui vont donner régulièrement des listes d'actions qui peuvent être intéressantes en fonction de certains critères, des listes d'actions qui vont suivre. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège là-dedans de suivre bêtement ce qu'ils vont dire parce qu'il y a beaucoup, la majorité, j'ai envie de dire 90-95% des top 5 actions, top 3 actions, etc. C'est souvent de la merde, ok? Mais de temps en temps, on peut trouver une pépite, on peut trouver une entreprise qui peut être intéressante. Donc ça peut être pas mal pour trouver des idées, de suivre ce genre de compte ou alors de regarder de temps en temps ces vidéos. Et encore ici, on est à l'idée. Okay? Donc après, on passera à l'étape 3. Mais pour le moment, tu n'as pas encore investi parce que quelqu'un dit qu'il faut acheter cette action que tu vas investir. Ensuite, tu peux avoir les objets, les produits, les services du quotidien. Renseigne-toi sur l'entreprise derrière qui produit les choses que tu vas utiliser tous les jours. Par exemple, le liquide vaisselle que tu utilises, le shampoing, la brosse à dents, les composants de ton ordinateur, la marque de ton ordinateur, de ton téléphone, ta montre, les vêtements que tu portes, etc. C'est quelque chose où tu peux avoir de bonnes idées d'investissement parce qu'a priori, si tu as ça dans ta maison et que tu t'en sers quasiment tous les jours, il y a potentiellement beaucoup de personnes qui font la même chose que toi et qui donnent de l'argent du coup régulièrement à ce genre d'entreprise. Donc ça peut être pas mal d'aller regarder derrière les emballages, les entreprises, si elles sont cotées en bourse et ensuite de commencer l'analyse, tu le verras dans les étapes suivantes. Tu peux aussi également joindre des clubs, des groupes, des forums d'investisseurs. De temps en temps, il y a des trucs sympas qui sont partagés. Donc un peu comme pour les chaînes YouTube, Twitter ou Substack, tu as beaucoup de merde, ok, il faut savoir faire le tri, tu as 90% qui sont nuls. D'ailleurs, la prochaine étape, c'est le tri, donc tu vas voir comment on fait un tri, mais ça peut donner des bonnes idées. Tu as également les lettres des fonds d'investissement. Et là, il faut sélectionner les fonds d'investissement qui battent le marché, les fonds d'investissement qui sont performants, dont le général partner, celui qui fait les investissements, a des bonnes idées et tu trouves pertinent. Là aussi, c'est une très bonne source
d'idées, très bonne source d'entreprises et d'actions. Tu vas avoir également traqué les super investors. Donc, ce qu'on appelle super investors, ce sont les investisseurs aux États-Unis qui ont plus de 100 millions d'assets under management, d'AUM, donc d'actifs sous gestion. Tu peux traquer leur performance et également leurs transactions qu'ils font tous les trimestres parce qu'ils sont obligés de remplir le filing 13F, donc je ne sais pas comment on appelle ça, un document 13F pour dire ce qu'ils ont fait, les transactions qu'ils ont faites dans le trimestre. Tu trouveras ça sur Dataroma ou encore Stock Circle. Et également, tu peux voir les actions, les secteurs qui sous-performent. Ça, c'est une technique qui est vraiment pas mal. Moi, je m'en sers pas beaucoup aussi. C'est de prendre par exemple le S&P 500 et d'aller regarder secteur par secteur la performance du S&P 500 sur l'année ou sur les 2 années qu'il y a eu. Et souvent, les secteurs qui sous-performent pendant une année ou deux, ils vont avoir tendance à surperformer les années d'après. Et au-delà du secteur, étant donné qu'il y a tout un secteur qui sous-performe, souvent il y a des entreprises d'excellente qualité dans ces secteurs qui vont sous-performer également. Et ces entreprises potentiellement vont rattraper le tir sur les années qui suivent. Donc ça peut être d'excellentes sources d'idées d'investissement. Et enfin, les entreprises qui vont faire face à un problème, à une accusation, à un procès. Il y a des entreprises, par exemple, il y a des groupes dont leur but, c'est uniquement de faire des accusations sur les entreprises pour ensuite faire du short selling, c'est-à-dire vendre à découvert ces entreprises. Le truc, c'est que de temps en temps, ces accusations sont fondées, mais aussi, ça arrive que ces accusations soient absolument pas fondées, et du coup, qu'on ait l'action qui soit tirée vers le bas très rapidement, sans aucune raison valable, juste à cause des accusations d'un groupe qui ont fait ces accusations. Et donc là, ça peut te représenter une belle opportunité, parce que quand le marché va se rendre compte qu'en fait, il n'y avait aucune raison de faire ça, l'action en général repart très bien, et donc c'est des moments pour avoir des actions sous-valorisées. Tu peux également regarder les entreprises qui ont des procès, des choses comme ça, et te renseigner si le procès, oui ou non, sera problématique pour l'entreprise, si oui ou non, il y aura des problèmes. Il y a aussi, c'est Joel Greenblatt qui investit beaucoup là-dedans, les entreprises qui sont en train de faire une scission des activités. C'est-à-dire qu'il y a l'entreprise qui se sépare d'une des activités qu'elle faisait et l'autre activité qu'elle était en train de faire, elle va être une entité indépendante en bourse, tu vas avoir une nouvelle action et souvent quand on a ça, des spin-offs, eh bien la nouvelle entreprise sera très mal valorisée, surtout au début. Donc si toi tu arrives à bien la valoriser, tu peux aussi avoir de bonnes idées d'investissement comme ça. Donc une fois que tu as tes idées, tu te les notes, mais il va falloir les trier parce que tu ne vas pas analyser en détail chacune des entreprises que tu trouveras, sinon tu vas y passer des heures et des heures, tu n'as pas que ça à faire. Donc pour trier, voici les critères que j'utilise. Le premier, c'est le ROIC ou le ROCE, donc retour sur les capitaux investis ou les capitaux employés, et je veux qu'il soit supérieur à 15%. Ça, c'est le premier critère que je regarde. Ensuite, je vais regarder des entreprises qui vont avoir un forward PE, donc c'est le PER futur. C'est en gros, on prend le PER plus les bénéfices. Au lieu de prendre les bénéfices actuels, on prend les bénéfices prévus pour l'année suivante et on regarde, moi je veux que ce soit inférieur à 30, ok. Une dette nette divisée par l'EBITDA inférieure à 3, donc en gros que l'entreprise puisse rembourser sa dette en moins de 3 ans d'EBITDA globalement. Des marges opérationnelles supérieures à 15%. Alors on peut prendre aussi, pourquoi pas, des marges de free cash flow supérieures à 15%, à toi de voir avec tes préférences. Que le gouvernement ne soit pas actionnaire ou qu'il ne soit pas le client principal. Donc si c'est un seul gouvernement qui est le client principal, moi ça part à la poubelle. Maintenant, si c'est une entreprise qui vend des trucs pour le gouvernement, mais qui les vend partout dans le monde et qu'il y a tous les gouvernements qui sont clients, là pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais si c'est un seul gouvernement qui est le client principal, en général, j'ai tendance à éviter parce qu'il suffit qu'il y ait un mouvement de pouvoir, un changement de gouvernement, ou un coup d'État ou quoi que ce soit, ou que l'entreprise, le nouveau directeur ou le nouveau président ou je ne sais quoi, change totalement de vision et l'entreprise peut totalement être mise de côté et c'est un concurrent qui prendra la place ou une entreprise qui n'a rien à voir qui prendra la place. Donc, je préfère éviter ça. Ensuite, j'ai une croissance des bénéfices nets par action supérieure à 10% par an. La raison est simple, c'est je t'invite à ouvrir un graphique et tu superposes l'évolution des bénéfices nets par action et le cours de la bourse et tu verras que c'est grandement corrélé. Donc c'est pour ça que je veux avoir des bénéfices par action en croissance supérieurs à 10% parce que globalement, on voudrait que ce soit supérieur aux indices qu'on est en train d'essayer de battre. Et globalement, le S&P 500 monte de 10% par an. Donc si on veut faire mieux que le S&P 500, il faut avoir des entreprises qui vont augmenter leurs bénéfices plus rapidement que le S&P 500.
Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe à l'analyse quantitative. Donc là, c'est analyser les chiffres. Moi, c'est basé sur différents piliers là-dessus. Le premier, c'est la croissance, ensuite la dette, la rentabilité, l'allocation du capital, le dividende et ensuite déterminer le juste prix, la valeur de l'entreprise. Pour ce qui est de la croissance, je vais regarder l'évolution du chiffre d'affaires, du free cash flow et des bénéfices nets par action. C'est les trois principaux, potentiellement aussi des bénéfices opérationnels, mais globalement, c'est les trois principaux que je vais regarder. Pour ça, j'ai besoin de regarder le CAGR, donc en anglais c'est Cumulative Annual Growth Rate, donc c'est la croissance annuelle cumulée, ok. Et donc pour ça, je le regarde sur 10 ans, 5 ans, éventuellement 3 ans, et sur l'année qui vient de se passer, combien ça a grossi entre par exemple 2023 et 2024. Et également, je regarde les prédictions pour le futur. Donc, il faut savoir que celles à 1 à 2 ans, en général, sont relativement précises. Okay, on peut s'y fier. Maintenant, au-delà de 2 ans, c'est de plus en plus spéculatif. C'est pour ça que souvent, si on regarde les estimations des analystes, on prend souvent une moyenne de ce qu'ils font. Mais la moyenne se trouve, en fait, on a qui sont très hautes, d'autres qui sont très basses. Donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué à estimer. Mais sur les 1 à 2 années qui arrivent, en général, c'est relativement précis. Je veux que ce soit toute cette croissance, disons, je voudrais qu'elle soit supérieure au marché et supérieure aux concurrents. Donc le marché, c'est l'indice globalement qu'on voudrait battre. Okay, s'il y a une baisse ou un ralentissement, c'est important de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un ralentissement qui est global pour tout le marché parce qu'il y a une récession? Dans ce cas, ce n'est pas très grave. Ou c'est un ralentissement dû à l'entreprise parce qu'elle a un problème, parce qu'elle perd des parts de marché, ou parce qu'elle a fait des gros investissements. Par exemple, on peut avoir d'une année sur une autre un free cash flow qui est en baisse parce que l'entreprise a énormément investi dans des nouvelles infrastructures pour aller toucher des nouveaux clients, pour améliorer son système de délivrabilité, ce qui fait que le free cash flow va largement augmenter les années d'après. C'est juste pendant une année qu'on a une année exceptionnelle. Donc, essayez de regarder vraiment s'il y a une baisse, pourquoi, la comprendre, parce que c'est comme ça que vous pourrez trouver soit des opportunités, ou soit justement vous dire « Ah non, là, on va éviter ». Essayez d'éviter les industries qui sont trop cycliques, donc je pense notamment aux pétrolières, aux consommations discrétionnaire, même s'il y a beaucoup d'entreprises consommation discrétionnaire qui ne sont pas si cycliques que ça, mais essayez d'éviter les industries qui sont trop cycliques parce que en fait, si vous investissez dans les industries cycliques, il faut que vous soyez suffisamment bon pour acheter quand on est en bas du cycle, revendre quand on est en haut du cycle. Alors on peut se dire c'est facile quand on voit les graphiques et que ça se fait très facilement. Le truc c'est que notre cerveau, quand on est en bas du cycle, il se dit « Ah mais on n'est pas encore vraiment en bas du cycle, donc je préfère attendre ». Donc on se retrouve à jamais acheter vraiment quand on est en bas du cycle, mais quand on a déjà bien remonté d'au moins la moitié. Et ensuite, quand on commence à vouloir revendre, enfin, quand on est censé revendre parce qu'on est en haut du cycle, eh bien, on refuse parce qu'on se dit que maintenant il y a des nouvelles conditions économiques, des nouvelles choses qui arrivent sur le marché, et donc on n'est pas encore en haut du cycle. Donc ce qui fait qu'à la fin, on revend quand le cycle est descendu encore une fois de moitié, ce qui fait qu'on gagne quasiment rien pour avoir été actif. Donc c'est une perte de temps, autant directement éviter ce genre de choses et éviter les industries trop cycliques. Une fois que la croissance est analysée, je vais analyser la dette. Je trouve que c'est très important. Pour ça, j'ai deux ratios principaux que j'utilise. C'est la dette sur l'EBITDA, donc dette nette sur EBITDA, et le ratio de couverture. Donc dette nette sur EBITDA, j'aimerais que ce soit inférieur à 3. Le ratio de couverture des intérêts, j'aimerais que ce soit supérieur à 8, voire à 10. Donc c'est combien de fois les intérêts de l'entreprise peuvent être payés grâce à leurs bénéfices opérationnels. Et donc ça permet de savoir si l'entreprise si la dette pèse trop lourd et surtout si les intérêts de la dette pèsent trop lourd ou pas. Donc ça, c'est à comparer bien évidemment avec le marché. On ne va pas comparer les intérêts, le paiement d'intérêts d'une entreprise qui est dans la tech au paiement des intérêts d'une entreprise qui est dans l'immobilier. Okay, donc il faut mettre ça en relation. Suivre l'historique d'évolution. Okay. Dans l'idéal, la dette nette sur l'EBITDA n'est pas en train d'augmenter année après année. Alors on peut avoir une augmentation pendant 1 an ou 2 ans, mais en règle générale, on préfère que ce soit stable, voire en baisse. Idem pour le ratio de couverture. En général, on voudrait que la dette à long terme baisse. Okay, en général, on veut que la dette à long terme baisse. Maintenant, ce n'est pas toujours possible, mais dans l'idéal. Après, si l'entreprise a un ratio dette nette sur EBITDA, par exemple, de 0,5 ou de 0 parce qu'elle a une dette nette négative, que la dette à long terme augmente, ce n'est pas très grave, à condition qu'elle n'augmente pas de façon complètement irrationnelle. Je vais également regarder de temps en temps les agences, les notations des agences de notation comme Moody's, S&P, Fitch, parce que ça permettra de savoir si l'entreprise est plutôt spéculative, donc elle a des grades inférieurs à B, ou alors si elle est vraiment de grande qualité, supérieure à A. En règle générale, si la dette nette sur l'EBITDA est inférieure à 3 et que le ratio de couverture est supérieur à 8 ou à 10,
il y aura des bonnes notes de dette, en règle générale. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on s'attaque à la rentabilité. Et je trouve que c'est une des parties les plus importantes. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui font un peu l'impasse dessus, alors que je pense sincèrement que sur du long terme, c'est probablement le meilleur facteur qu'on peut regarder qui permettra d'avoir une belle croissance sur le futur. Donc ça, c'est ROIC ou ROCE, donc retour sur les capitaux investis ou les capitaux employés. Tu choisis celui que tu préfères. Moi, j'utilise plus souvent le ROIC. Je sais que beaucoup utilisent aussi le ROCE. C'est plus ou moins la même chose. Donc, à toi de voir. Je veux qu'il soit supérieur à 15%. Ça, c'est quasiment non négociable. Okay, il faut qu'il soit supérieur à 15%. Il faut qu'il soit meilleur dans l'idéal que les concurrents, parce que ça montre qu'il y aurait potentiellement une meilleure équipe de direction dans l'entreprise s'il est supérieur à celui des concurrents. Meilleur que la moyenne de l'indice de référence aussi, à y être. Et dans l'idéal, en croissance. C'est-à-dire que tu vérifies l'historique. Si il est en croissance, c'est excellent. S'il n'est pas en croissance, s'il est stable ou s'il est en décroissance légère, c'est pas très grave. Souvent, on a de la décroissance légère quand les entreprises ont des rentabilités très élevées. Je pense par exemple à des entreprises que j'analysais la dernière fois. Elle avait un ROIC autour de 45%, ce qui est énorme. Et maintenant, il a baissé à 30%. Donc on pourrait se dire, merde, il a beaucoup baissé. Au final, ce n'est pas si grave que ça parce qu'il est déjà tellement élevé que plus l'entreprise grossit, ben forcément, ça ne peut pas rester aussi élevé très longtemps, surtout quand l'entreprise grossit très rapidement. Mais en règle générale, qu'elle grossisse rapidement ou pas, on voudrait qu'il soit supérieur à 15%. On veut aussi de la régularité dedans. On ne veut pas que ce soit une année 15%, l'autre année 3%, l'autre année 35%, on repasse à 6%. On voudrait que ce soit plus ou moins. Si c'est plat, c'est vraiment l'idéal. Et également, je regarde les marges opérationnelles ou les marges du free cash flow. Okay, pareil, je veux que ce soit supérieur à 15%, meilleur que les concurrents, meilleur que la moyenne de l'indice de référence, en croissance, donc vérifier l'historique, et qu'il y ait une belle régularité dessus. Pour ce qui est de l'allocation, on peut appeler ça allocation du capital, l'allocation de l'argent qui va être fait. La première chose que je regarde, c'est les compensations salariales en actions. Je voudrais que ce soit inférieur à 10%. C'est bien de donner des actions aux employés pour les motiver à travailler, pour qu'ils soient un peu plus skin in the game, mais il ne faut pas abuser non plus. Okay, l'argent, il va pour les actionnaires. Donc 10%, il faudrait que ce soit inférieur à 10%. Bien sûr, il faut comparer avec la concurrence parce que tu peux avoir 9%, mais si tous les concurrents sont à 2-3%, ben ça peut t'indiquer que peut-être ton entreprise elle sera un peu plus skin in the game et qu'il y a un avantage derrière. Maintenant, il faut en général moins de 10%. Ce n'est pas éliminatoire hein, si on est à plus que 10%, mais on évite qu'il y en ait trop. Ensuite, je vais regarder le CAPEX par rapport au cash flow opérationnel. Okay, donc ça, c'est pour voir à quel point l'entreprise a besoin de CAPEX, de capital expenditure, pour pouvoir continuer de faire tourner son business, de grossir. Je veux que ce soit inférieur à 20%. Ça, c'est un peu plus important que les compensations salariales. Pour ça, il faut regarder l'historique. Ça peut être problématique si tous les ans c'est élevé, car ça montre que l'entreprise a besoin de CAPEX pour tourner. Et une entreprise qui a besoin de CAPEX pour tourner, ben, c'est une entreprise où il suffit qu'il y ait 2 ou 3 années consécutives où ça ne se passe pas très bien. Et ça arrive pour toutes les entreprises. Et on pourrait se retrouver à avoir des problèmes de liquidité. Donc, CAPEX par rapport au cash flow opérationnel inférieur à 20%. Il faut bien sûr le comparer à la concurrence. Si par exemple, tous les concurrents ont un CAPEX à 10% et ton entreprise est à 25%, peut-être que ton entreprise n'a pas d'avantage concurrentiel, donc ça peut être problématique. Et ensuite, je vais regarder le nombre d'actions en circulation. Est-ce que les actionnaires sont dilués ou est-ce qu'il y a du rachat d'actions? Dans l'idéal, il y a du rachat d'actions parce que c'est déjà de 1, les études montrent que les entreprises qui rachètent régulièrement leurs actions performent beaucoup mieux en bourse, mais surtout quand l'actionnaire est dilué, ça veut dire qu'il possède moins de l'entreprise à chaque fois. Si par exemple tu as une entreprise qui est coupée en 100 actions, tu possèdes 10 actions, donc 10% de l'entreprise, si l'entreprise émet de nouvelles actions et qu'elle passe à 200 actions, tu ne possèdes plus 10% de l'entreprise avec tes 10 actions, mais tu en possèdes 5%. Et ça, les actionnaires n'aiment pas, parce que leur pouvoir de décision baisse à cause de ça. Donc, on veut éviter qu'il y ait de la dilution, on préfère qu'il y ait des rachats d'actions. Une fois que ça c'est fait, on passe sur le dividende, avant d'arriver bien sûr à la valorisation. Donc pour le dividende, on va regarder le ratio de distribution. Donc, ratio de distribution, c'est quel pourcentage des bénéfices ou du free cash flow, à toi de voir, est redistribué aux actionnaires sous forme de dividende. En règle générale, on veut que ce soit inférieur à 50%. Alors ça peut varier en fonction des secteurs, mais en général, les secteurs où on peut être supérieur à 50%, c'est plus rare de trouver des opportunités pour vraiment battre le marché à long terme. Dans l'idéal, on voudrait que ce soit inférieur aux concurrents. On va ici regarder l'historique de ce dividende. Vous voulez de la régularité.
Okay, c'est pas très grave si l'entreprise verse un dividende que depuis 1 an ou 2 et qu'il n'y a pas beaucoup d'historique. Par contre, sur du long terme, vous voulez que l'entreprise soit régulière dans sa hausse. Vous ne voulez pas que l'entreprise verse un dividende de 3 $, que l'année d'après il soit 1,5 $, que l'année d'après il soit 5 $, que l'année d'après il soit 3 $, que l'année ensuite d'après il soit 6 $. Si vous regardez comme ça, oui, ça fait une courbe croissante, mais c'est une courbe qui est croissante et qui part un peu dans tous les sens. Vous voulez éviter ça, vous voulez vraiment de la régularité là-dedans. Et ensuite, la croissance, l'idée ici, c'est quelle croissance semble possible pour le futur. C'est-à-dire que plus la croissance du dividende sera élevée tout en restant dans des ratios qui sont sains pour l'entreprise, plus il y a potentiellement une croissance du cours de l'action qui arrivera. Ce n'est pas pour rien que les études montrent que les entreprises qui commencent à payer un dividende et les entreprises qui augmentent leur dividende année après année performent largement mieux que toutes les entreprises en bourse. C'est parce que les actionnaires, au final, ils aiment les dividendes. Okay. Ce qui est de la valorisation, alors il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. On peut regarder le PER, très connu, ou le price sur free cash flow. C'est pareil, sauf qu'au lieu de prendre les bénéfices, on prend le free cash flow. Il faut regarder avec ça la moyenne sur 10 ans et 20 ans. Okay. On peut, pareil, faire le même exercice de regarder la moyenne sur 10 ans et 20 ans avec le forward PE, donc le PER, mais avec les bénéfices estimés pour l'année qui arrive. Et dans l'idéal, on voudrait que le PER actuel ou le price to free cash flow actuel soit inférieur à l'historique, donc sur 10 ou 20 ans. J'évite également les entreprises avec un PER supérieur à 30, même si le PER historique, par exemple, est à 40 et que là, on est une entreprise avec un PER à 35, on pourrait se dire, bah, regarde, généralement, elle se paye à 40, donc là, avec 35, je suis bien, c'est sous-évalué. Non, on évite, ok, en règle générale, supérieur à 30, pour moi, c'est quasiment un red flag. Ensuite, estimation de la croissance. Ça va être important d'estimer la croissance future parce qu'en général, on paye une entreprise pour les bénéfices qu'elle a actuellement, mais pour les bénéfices qu'elle va faire dans le futur. Donc, s'il n'y a pas de croissance, en général, c'est rare que l'entreprise va avoir une belle croissance. Donc là, il faut faire une estimation sur 3 à 5 ans. Donc, je vais vous montrer une technique facile pour valoriser une entreprise. L'estimation sur 3 à 5 ans, vous les avez sur FinChat, sur Interactive Broker, etc. Il y a ces estimations sur Guru Focus aussi. Donc la formule pour estimer la croissance de son ROI quand on investit, donc son ROI c'est le retour sur son investissement, quand on va acheter l'action par exemple à 10 $, combien on peut espérer faire pour les années suivantes, c'est égal à l'évolution du multiple de valorisation plus le rendement du dividende plus la croissance du bénéfice net par action. Donc ça nous donne, d'abord il faut trouver la formule pour évaluer l'évolution du ratio de valorisation. Donc ça, c'est le PER historique divisé par le PER actuel, exposant 1 divisé par le nombre d'années de la projection, moins 1. Donc, on va prendre un exemple. Admettons qu'on a un PER historique de 20, un PER actuel de 25, année d'estimation 5 ans. Donc, on fait l'estimation, la projection sur 5 ans. Donc, l'évolution du multiple de valorisation, c'est égal à 20 divisé par 25. Exposant 1 divisé par 5, le nombre d'années, moins 1, ce qui nous donne moins 4,36%. Donc si on n'a pas de dividende, si le dividende est à 0% et qu'on n'a pas d'évolution du BNA, donc des bénéfices nets par action qui sont à 0% aussi, ben là potentiellement acheter l'entreprise, ça nous fera moins 4,36% par an. Donc maintenant, si on a un dividende de 2%, une estimation de la croissance des bénéfices nets par action de 10% par an. C'est bien par an qu'il faut le faire, ce n'est pas 10% en tout, c'est par an. Donc si c'est 10% sur les 5 prochaines années, au final, ça fait que du 1,98% par an, ou 90% par an, un truc comme ça. Donc le ROI estimé, ici, est égal à moins 4,36, plus 2, plus 10, ce qui nous donne 7,64% par an. Donc, si on achète une entreprise dans cette configuration, eh bien, c'est potentiellement le prix qu'on aura, le rendement qu'on aura, c'est 7,64% par an. Moi, je t'invite ici à prendre toujours des marges de sécurité sur l'estimation du bénéfice net par action. Si les analystes estiment que ce sera 10%, ben, je te recommande de prendre plutôt 9% ou 8% pour avoir plutôt des bonnes surprises que des mauvaises. Pareil, pour le PER historique, ou on peut utiliser également le PER visé. Souvent, on entendra parler de ça, c'est qu'on ne va pas prendre le PER historique, mais le PER visé. Sur le PER visé, je t'invite toujours aussi à prendre des marges de sécurité. Si par exemple, tu vois que le PER historique est 25, ben peut-être pour le PER visé, tu prendras 23, surtout si tu vois que l'entreprise à l'heure actuelle, elle est à 15 par exemple de valorisation. Donc, une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape
5 qui est déterminer la qualité de l'entreprise. La valorisation, on peut le faire après la qualité. Je pourrais même recommander de le faire après avoir estimé la qualité de l'entreprise parce que là, on peut si on trouve que l'entreprise est sous-évaluée et que l'entreprise a un prix super intéressant, on peut être biaisé pour la qualité et regarder que des choses qui vont confirmer qu'il faut investir dans l'entreprise et oublier de regarder des choses qui vont nous dire que non, il faudrait peut-être mettre cette entreprise à la poubelle. Donc, la valorisation, on peut la faire après l'analyse qu'on appelle qualitative plutôt qu'à la fin de l'analyse quantitative. C'est quelque chose qui peut être fait et qui peut être très intéressant à mettre en place. Donc là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que l'entreprise a un moat, a une douve qui la protège. Là, vous pouvez regarder ce que Morningstar, les articles de Morningstar, ils sont très intéressants là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est accessible gratuitement pour tout le monde, mais pour ceux qui ont un compte Interactive Broker et qui utilisent Interactive Broker, vous y avez accès gratuitement depuis la plateforme. On va faire une analyse SWOT. Donc, SWOT, ça signifie Strength, Weakness, Opportunity, Threats. Donc, les forces, les faiblesses, les opportunités et les dangers pour l'entreprise. Ça permet vraiment d'être au courant de tout ce qu'il faut et de bien comprendre le business de l'entreprise. Il faut regarder le track record des directeurs. Est-ce que les directeurs ont tendance à annoncer on va avoir une croissance de 15% l'année prochaine et de 15% dans 2 ans aussi et au final, il n'y a que 10% de croissance. Donc, est-ce que c'est des directeurs qui s'enflamment, qui donnent des prévisions et ces prévisions sont toujours fausses? Ou est-ce que c'est l'inverse? Ou alors, est-ce qu'ils évitent de donner des prévisions et ils se concentrent de faire grossir le business? Donc ça, c'est important à regarder. Est-ce que l'entreprise domine son marché? Ok, c'est important à voir. Pourquoi leurs produits sont-ils meilleurs? Parce que si potentiellement vous vous rendez compte que les produits de l'entreprise que vous analysez ne sont pas les meilleurs et que les meilleurs c'est sur un concurrent, peut-être que ce sera plus intéressant d'aller analyser en détail le concurrent. Est-ce que c'est un marché qui est en croissance? C'est pareil, c'est toujours plus simple de nager en suivant le courant que d'aller à contre-courant. Donc une entreprise qui est dans un marché qui est en décroissance, son seul moyen d'augmenter ses bénéfices et d'augmenter son chiffre d'affaires, ça va être d'augmenter ses prix et de prendre des parts de marché à ses concurrents. Okay? Alors que quand on est dans un marché en croissance, déjà le marché grossit naturellement, donc les chiffres d'affaires grossissent naturellement. Et en plus de ça, si elle arrive à augmenter ses prix et à prendre des parts de marché aux concurrents, ça fait une croissance encore plus élevée. Alors également, pose-toi toujours la question, est-ce que tu es à l'aise de conserver l'action dans ton portefeuille 10 ans sans pouvoir y toucher? C'est Warren Buffett qui disait ça et je trouve que c'est très important. Chacune des entreprises dans lesquelles j'investis, je considère que je peux les garder pendant 10 ans en fermant les yeux. C'est-à-dire sans regarder l'actualité, sans rien regarder, je dois être capable de les garder pendant 10 ans. Si je ne peux plus ouvrir mon compte bourse pour X ou Y raison parce que je ne sais pas, je me fais kidnapper ou je ne sais quoi, il faut que je sois à l'aise à l'idée de me dire que mon argent est dans ces entreprises et que mon argent est bien placé ici. Donc mets-toi vraiment cette idée de 10 ans sans pouvoir y toucher. C'est vraiment une bonne astuce pour éviter de se précipiter sur les actions. Est-ce que tu comprends le business model? C'est important à comprendre ça. Est-ce que tu comprends comment l'entreprise gagne de l'argent? Qui sont les clients? Ça, il faut absolument que tu le comprennes. Pour ça, tu peux lire des articles, explorer les documents des entreprises. Donc, dans la partie relations investisseurs, tu tapes le nom de l'entreprise, relations investisseurs ou investor relations. Tu auras accès à tous les documents de l'entreprise. Faut que tu y jettes un œil. Tu peux lire les transcripts des conférences call. Lis des articles sur l'entreprise. Tu peux par exemple aller sur Twitter, taper le nom de l'entreprise. Tu auras plein d'analyses dessus. Tu peux aller sur Seeking Alpha, taper le nom de l'entreprise, aller dans Analyst et là tu as plein de personnes qui ont fait des articles super complets là-dessus. Donc je t'invite vraiment à regarder tout ça. Une fois que l'étape qualité est faite, c'est la dernière étape, prendre une décision. Okay? Comment on prend une bonne décision? Moi je te recommande de faire ce petit exercice premièrement. C'est présente l'entreprise à une personne qui ne connaît pas du tout cette entreprise, qui n'est pas trop dans l'investissement en bourse, etc. Dans l'idéal, à un enfant, okay, à un enfant d'une dizaine d'années, parce que il ne va pas forcément tout comprendre là-dedans. Et l'idée, c'est que tu puisses lui permettre de comprendre. Si tu n'es pas capable de l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, pour que cette personne puisse comprendre ce que fait l'entreprise et que la présentation soit une présentation de 5 minutes, ne va pas faire une présentation de 4 heures, mais en 5 minutes, c'est probablement que tu n'as toi-même pas vraiment compris ce que fait l'entreprise, que tu n'as toi-même pas vraiment compris les enjeux qu'il y a pour cette entreprise. Et donc là, évite. Okay? Pose-toi la question, est-ce que tu es en train de FOMO? Est-ce que tu es en train de te dire, la merde, il faut que j'investisse absolument maintenant, je ne peux pas me permettre d'attendre 24, 48 heures, 72 heures avant de faire mon investissement. Si tu es dans ce scénario, c'est probablement que tu as oublié des éléments et que tu risques de te retrouver piégé, tu risques de prendre une mauvaise décision. Est-ce que tu as appliqué au moins 20% de marge de sécurité dans tes calculs? Ça aussi, c'est important. As-tu identifié au moins 10 problèmes que l'entreprise pourrait rencontrer? Ce qui pose problème quand on investit, ce n'est pas que l'entreprise ait des problèmes,
Parce que par définition, une bonne entreprise est une entreprise qui résout des problèmes. Ce qui est problématique, c'est que l'entreprise ou que toi, en tant qu'investisseur, tu ne sois pas au courant des problèmes que cette entreprise fait face. Si tu n'es pas au courant, là, c'est problématique et là, ça peut te porter préjudice. Donc, c'est pas grave d'avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes et c'est important d'avoir des problèmes pour les résoudre. Maintenant, si tu n'es pas capable d'identifier les problèmes, si tu ne les as pas identifiés, tu ne peux pas les résoudre et là, c'est dangereux pour l'actionnaire. Okay, on va finir par cette citation de Warren Buffett que je trouve très pertinente. On essaie d'acheter des business qui ont des fondamentaux excellents, qui sont managés par des personnes qui sont honnêtes et compétentes et qui sont à un prix intéressant. C'est la seule chose que j'essaie de faire. Donc c'est idem pour moi, c'est un petit peu avec cette citation, disons, que j'avance en bourse, où j'essaie vraiment d'investir dans des entreprises de qualité, que je peux garder sur du long terme, qui sont bien managées et que je vais acheter à des prix qui sont intéressants. C'est tout pour cette vidéo. Je serais curieux de lire en commentaire quels sont les éléments que tu appliques dans ta stratégie, quels sont les éléments que tu trouves importants pour pouvoir battre le marché, pour avoir cette optique vraiment de battre le marché avec du stock picking. Je t'invite à me laisser ça en commentaire et je serais ravi qu'on puisse échanger nos idées et débattre. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!